Même le commun du Nigérien pense que le médecin ne doit faire que soigner. Tu ne peux pas avoir une capacité intellectuelle d'un certain niveau d'études et dire que non, ta vision se limite aux soins. Sincèrement, c'est réduire même ta valeur. Le professeur Bra Souleymane est un professeur agrégé en médecine interne, directeur général de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo et enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Aujourd'hui, il est avec nous et il répond à toutes vos questions. Est-ce que la santé coûte vraiment cher au Niger? Il faut souvent lever la tête et dire merci au Seigneur et au bon Dieu. À cause de ce qu'on a. Aux urgences, c'est une obligation de prendre tout cas qui vient où les gens ne supportent pas leur maladie. Pourquoi la médecine? La motivation, mon père, à cause de son travail, est tombé malade. Nous, avec mes jeunes frères, quand on a commencé déjà à comprendre quelque chose de la vie, on a trouvé notre père malade. Il y a des conversations qu'on écoute et il y a celles qu'on n'oublie pas. Celle d'aujourd'hui est de la deuxième catégorie. Mais juste avant qu'on commence, que vous soyez infidèle ou que vous nous découvriez aujourd'hui, sachez que tous nos épisodes sont disponibles en audio et en vidéo sur notre site. Le lien est juste en description. Alors sans plus tarder, moi c'est Hamid Bizo et bienvenue sur Excellence Podcast. Pour moi qui suis avec vous aujourd'hui, pour l'équipe qui nous assiste au tournage et pour tout celui qui nous regarde un peu à travers cette émission, qu'est-ce qu'on doit comprendre sur votre parcours pour mieux cerner le combat que vous menez actuellement? Très bien. Alors, je vais essayer de résumer le maximum possible. Je suis d'abord Bra Souleymane. Je suis médecin. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey, où j'ai le grade de professeur agrégé aujourd'hui. Et je suis directeur de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, communément appelé CHU à la Mordée. En résumé, je suis comme tout jeune Nigérien, parmi ceux qui ne connaissent pas Niamey, qui n'ont pas grandi à Niamey et qui sont venus à Niamey pour continuer leurs études. Moi, j'ai fait mes études primaires à Kolo. Je suis de parents Kanouri 100% de Gouré. Mais vous comprendrez que je parle peut-être le Hausa et le Jarma mieux que le Kanouri même. Parce que quand je parle le Kanouri, on rigole. Je comprends tout ce qu'on dit, mais m'exprimer, c'est compliqué. Alors, j'ai fait mes études à Kolo jusqu'au brevet, où nous avons, notre époque, eu la malchance de traverser les périodes difficiles de l'école nigérienne, les 3 années blanches. Donc, en 1990, j'ai fait ma 3e. Et en ce moment, il y avait eu le 9 février. Au Niger, il n'y avait pas beaucoup de monde dans les écoles qui a eu à faire le brevet cette année. C'est vrai que nous étions en dehors de Niamey, parce qu'à Niamey, c'était presque l'année blanche. Mais nous qui étions en dehors de Niamey, on nous avait donné le choix. Soit vous faites le brevet, vous continuez, mais même si vous ne faites pas, on ne va pas vous considérer comme si vous avez échoué. C'est une année blanche. Donc moi, je fais partie de ceux qui avaient accepté d'aller faire. J'ai composé quand même et j'étais admis. Alors, après admission au brevet, il fallait faire le lycée. Je vais expliquer pourquoi peut-être après, pourquoi je voulais faire le lycée. Je suis venu à Niamey au lycée Kassé pour faire le lycée, où on a fait encore une année blanche dans le cycle du lycée. Donc je pense que j'admets au bac en 94 et en 95, première année de médecine. En médecine, une autre année blanche. Donc c'était vraiment les périodes difficiles, tumultueuses de l'école nigérienne où nous, on a vécu très très difficilement. N'étant pas de parents qui vivent à Niamey, n'étant pas de parents d'un certain niveau, voilà. Donc il fallait survivre à 42 mois d'arriéré de bourse au niveau de l'université de Niamey. C'était très très dur, où parfois il fallait choisir entre
manger ou aller à la fac, manger ou aller à l'hôpital. Et souvent, on faisait le choix d'aller à la fac ou à l'hôpital sans manger. Donc, c'est pour vous dire de façon franche et sincère qu'on a fait quand même des études pendant des périodes où on les faisait avec de la faim. Ensuite, après, j'ai fait le concours d'internat des hôpitaux en 2003, à la faculté de médecine, où l'année, là, je pense qu'on était admis à 2. La formation d'internat jusqu'à ma soutenance de thèse en 2005. À partir de 2005, il faut chercher à vivre et à manger, puisqu'on n'est plus étudiant. Quand on dit que tu es docteur, là, les gens pensent que déjà, il y a l'argent, mais malheureusement, ce n'est pas ça. À partir de la soutenance, je me suis battu pour chercher du travail à gauche, à droite. J'ai même coordonné une ONG internationale dans la région de Terra pendant à peu près 9 mois. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent et pour prendre en charge aussi ma famille parce qu'entre-temps, j'étais marié, j'avais déjà un enfant. Donc il fallait assumer. Quand l'ONG est terminée, j'ai décidé d'aller en spécialisation. Professeur, je vais vous avouer quelque chose. En réalité, moi, j'ai commencé la médecine première année, deuxième année, mais je n'ai commencé à aimer la médecine qu'à partir de la troisième année. Et c'était pendant un de vos cours, pour être honnête. Et parce que vous nous racontiez comment vous travailliez à l'époque. C'est-à-dire, contrairement à nous, c'est-à-dire nous, on part juste assister à certains cours, on ne bûche que certaines parties, nous avons nos méthodes, mais vous bûchez des livres. En fait, on sentait que vous aviez une motivation beaucoup plus profonde. Mais je voudrais juste savoir, c'est-à-dire, pourquoi la médecine? La motivation, elle est un peu commune à la majorité des jeunes qui font médecine, qui ont l'amour de faire la médecine. Je vais revenir là-dessus, parce que ce n'est pas la même chose. Faire la médecine et avoir l'amour de faire la médecine. Mon père était agent d'agriculture et il a travaillé dans les champs. Ils ont répandu les produits de l'agriculture en ce moment-là, les produits phytosanitaires, tout ça. Il a fait tout le Niger. Finalement, il a fini par atterrir à l'IPD de Kolo où il était enseignant à l'IPD de Kolo. C'est moi, en ce moment, que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, mais avant, c'était mes frères et sœurs aînés. Donc, mon père, à cause de son travail, est tombé malade. Nous, avec mes jeunes frères, quand on a commencé déjà à comprendre quelque chose de la vie, on a trouvé notre père malade. Il avait un asthme instable où on ne peut pas faire 3 mois où il ne fait pas une crise grave. Donc très jeune, on connaissait les crises graves, on connaissait les angoisses, on connaissait les hôpitaux, parce que de Kolo, on l'a mené à l'hôpital national de Niamey ou au CHU pour être hospitalisé. Donc notre enfance a été rythmée par ça. Du coup, pour un jeune enfant, à cette période-là, la seule chose qui te vient en tête, c'est comment faire pour aider mon père. Donc ça fait partie, sinon je pense que à 99%, c'est la raison qui fait que moi j'ai fait l'option de médecine. Tellement médecine que déjà en CM1 et CM2, on m'appelait docteur. Les amis de ma sœur ou les gens du quartier me surnommaient docteur parce qu'on savait que c'est ce que je voulais faire. Tout de suite, je vous ai dit que après la troisième, je suis venu faire le lycée. Vous savez, on faisait 3 choix. Quand tu fais le brevet, il y a les fiches de choix. Maintenant, je ne pense pas que ça existe. Ça n'existe plus. Voilà, donc on te demande de faire 3 choix. Tu choisis le lycée ou bien une école professionnelle ou autre chose.
Moi, en troisième, j'ai fait mes 3 choix, c'est lycée d'enseignement général. Et en ce moment, le lycée d'enseignement général, dès que tu fais un choix, tu vas y aller. Hein. Oui, il y a des écoles un peu professionnelles où tout le monde ne pouvait pas avoir. Mais dès que tu mets le lycée, tu partais. Donc moi, mes 3 choix, c'était lycée. Quand je suis arrivé en terminale, il fallait faire 3 choix. Mes 3 choix, c'est médecine. Tous les 3? Tous les 3. On me demande pourquoi je ne fais pas un autre choix. Je dis, moi, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Et honnêtement, même aujourd'hui, si vous me dites de me convertir en communication, je vais être catastrophique. Je vais être mauvais. Mais pour moi, il n'y a pas autre chose que je peux faire de ma vie que la médecine. Mais en fait, vous aimiez la médecine à l'époque. Et je pense qu'il y a une certaine différence entre le fait d'aimer la médecine et de faire la médecine tout simplement. Mais justement, c'est pour ça que j'ai insisté au début. Je ne sais pas si, en troisième année de médecine, je vous en ai parlé. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire aux étudiants. Que pour moi, et je l'assume, pour moi, il y a 3 types d'étudiants en médecine maintenant. Je dis le premier tiers, c'est les étudiants en médecine qui sont venus parce que les parents veulent qu'ils fassent médecine. Moi, je ne veux pas faire médecine, ce n'est pas mon option. Je veux faire économie, je veux faire autre chose. Non, mes papas et maman ont insisté pour que je fasse médecine. Et je veux leur faire plaisir, je fais médecine. Ça, c'est le premier tiers. Le deuxième tiers, c'est les gens qui font médecine parce qu'ils ont besoin d'un diplôme supérieur. Le titre est important, ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ça peut te permettre d'avancer dans un projet que tu as. Donc vraiment, il y a beaucoup qui font médecine et ça, je considère que c'est le tiers. Et le dernier tiers là, ce sont les gens qui ont l'amour de la médecine, comme tu viens de dire. Et donc, du coup, parmi ces 3 catégories d'étudiants en médecine, mais tu comprendras qui, à la fin de ses études, qui dans la carrière, qui va aller soigner réellement. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus et je le dis. Et c'est dommage aujourd'hui. Parce que moi, je pense que quand les maîtres vont me suivre, ils vont se dire qu'il est jeune, mais il se prend déjà pour des vieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à vous, je suis assez vieux. Mais je pense que dans notre génération, en majorité, nous venions en médecine parce que nous aimions ça. En tout cas, dans notre génération, il y a beaucoup qui sont là-bas que par contrainte. Ah, donc vous confirmez ce que je dis? Non, je vous assure, parce qu'on peut compter ceux qui sont partis faire la médecine parce qu'ils l'aiment vraiment. Pour la plupart, on est parti juste parce qu'on ne sait pas soit quoi faire, etc., etc. Et je pense que la différence, ça se sent même sur le terrain de stage. Parce que ceux qui aiment vraiment la médecine, déjà, ils étudient mieux, ils sont plus assidus au cours, et sur le terrain même, la différence, elle se sent. Bien sûr. Pour tous ceux qui me connaissent, pour tous ceux qui connaissent ma vie, pour tous ceux qui connaissent mon engagement en termes de médecine, si je leur dis qu'aujourd'hui, mes 2 enfants, il n'y a aucun qui aime la médecine. Le premier qui a eu le bac l'année passée, il est déjà en train de faire des études d'ingénierie. Parce que dans la famille, quand on entend que le fils d'un tel ne fait pas médecine, ils sont surpris. Je dis non. Je ne peux pas forcer un enfant à faire ce qui n'est pas son option, ce qu'il n'aime pas. Il veut être ingénieur dans un domaine bien donné. Il n'a qu'à faire ça et il peut être que compétent là-dedans. On ne peut pas faire une carrière, c'est toute une carrière, c'est toute une vie. On ne peut pas la faire sous contrainte de quelqu'un ou pour faire plaisir à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment important et régulièrement, je le dis aux étudiants en médecine. Et c'est normal qu'aujourd'hui, dans la formation, que nous rencontrons un certain nombre de difficultés par rapport à ça. Et selon vous, les 2 premiers tiers là, ils ne seront pas de bons médecins? Il y en a qui, dans le chemin de la formation, tombent dans le piège de la médecine. C'est comme ça que je l'appelle. Il y en a qui, vraiment, au cours de la formation, ils arrivent à aimer et ils feront des bons médecins. Le reste, moi, je ne peux pas juger pour dire mauvais ou bon médecin. Je ne veux pas juger. Mais je dis que le reste va évoluer dans une carrière
qu'elle soit dans les soins ou dans autre chose, oui, il y a beaucoup qui quittent la clinique pour faire autre chose. J'aimerais prendre juste quelques secondes de votre temps pour vous parler du sponsor de ce podcast. Mesdames et messieurs, moi. Bon, plus sérieusement, il s'agit de l'agence Adax. Comme vous le savez sûrement, c'est Adax qui produit ce podcast. Et la même rigueur que vous voyez ici, à l'image, au son et au montage, c'est exactement celle qu'on met au service de nos clients. Que ce soit des émissions, des capsules, des vidéos corporate, on accompagne les institutions qui veulent communiquer autrement avec une vraie exigence. Alors, si vous voulez communiquer à la hauteur de l'excellence, il n'y a qu'un seul réflexe à avoir, contactez Adax. Le code QR est à l'écran, le site est en description et dites-leur que c'est Hamid qui vous envoie. Selon vous, est-ce que c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait beaucoup de médecins frustrés? Parce que, bon, pour vous dire, quand on a validé votre participation, on a ouvert un questionnaire au public et beaucoup de gens se sont plaints. Soit parce que les médecins sont négligents, soit parce que j'ai l'impression des fois qu'ils ne sont pas correctement suivis. Pour vous raconter la petite histoire, il y a un ami qui me racontait une expérience. Disons qu'il est jeune et il a malheureusement quelques problèmes cardiaques. Il est suivi par un médecin. Et tantôt, son propre médecin lui prescrit un traitement spécifique, mais quand il part voir d'autres médecins pour une autre chose complètement différente, ces mêmes médecins-là, quand il leur dit qu'il suit un tel traitement, ils lui disent que non, peut-être qu'il n'aurait pas dû, etc., etc. Donc, on a l'impression que des fois, même entre médecins, c'est un peu mitigé. Que les mêmes médecins, des fois, ils ne s'entendent pas. Tantôt, c'est celui-ci qui va dire, ah, voici la méthode appropriée. Et dès que tu pars voir un autre, tu as l'impression qu'il recale complètement ce que l'autre médecin a fait. Donc, ça prête à confusion. Mais selon vous, est-ce que c'est le fait que les gens partent faire la médecine par contrainte qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de médecins frustrés? Alors, il y a plusieurs aspects. Moi, je pense que quand on fait la médecine par amour de la médecine, on ne peut pas être négligent dans sa carrière. On ne peut pas maltraiter un patient. Ça, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver un saut d'humeur ou quelque chose comme ça. Mais si vraiment tu as fait la médecine parce que tu l'aimes, tu as toute la patience qu'il faut devant un patient, devant les parents d'un patient, devant beaucoup de choses. Maintenant, de l'autre côté, dans la vie, je pense que même ça, on va en revenir peut-être pour en discuter. Dans la vie et dans plusieurs domaines, on va rencontrer des personnes, ailleurs on dirait des brebis galeuses. Je n'aime pas trop utiliser ce terme, mais dans tous les domaines donnés, on va trouver ce genre de personnes. Soit effectivement parce que ce n'était pas leur option, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils aimaient faire, qu'ils voulaient faire, ils ont été contraints de le faire. Et la conséquence est là. Malheureusement, la médecine, ce n'est pas un moteur. Le corps humain, ce n'est pas un moteur où on peut se tromper de pièces et puis changer. Non. Donc, sincèrement, il faut que celui qui fait médecine et qui soigne là, que ça soit quelqu'un qui ne veut faire que ça. Deuxième chose, frustration peut-être. Parce que quoi? Parce que on a passé toute sa vie à étudier. Minimum, c'est 8 ans ici à Niamey. Parce que quand tu fais les cliniques, tu fais la 8e année pour préparer la thèse si tu n'as pas commencé à préparer très tôt. Minimum, c'est 8 ans. Maximum, si on a repris des années, 9, 10, 11 ans, voire oh là là. Donc, tu as passé toute ta vie à étudier. Tu arrives à trouver un diplôme et tu n'arrives pas à joindre les deux bouts parce que tu n'as même pas de job. Ça, je peux comprendre que les gens soient frustrés pour ça. Mais est-ce que c'est la faute du patient? Est-ce que c'est la faute du... Voilà. Donc, je pense qu'il faut être quelque part philosophe pour analyser les choses et se dire que lui, il est juste souffrant et qu'il est venu parce qu'il cherche des soins. Encore une fois, je reviens sur le fait que tant que on a un cerveau, on est arrivé à faire des études jusqu'à médecine, jusqu'à soutenir, on s'appelle docteur, on peut toujours s'en sortir, même si la fonction publique ne nous a pas recrutés. Quand j'étais étudiant à l'université Abdou-Moumouni de Niamey, j'ai fait le carrelage, le chantier, j'ai fait le carrelage pendant 7-8 ans pour gagner de l'argent.
J'ai joué de la musique, de la guitare basse pour gagner de l'argent en tant qu'étudiant en médecine. Parce que personne ne me donne de l'argent, je n'avais pas de bourse. Je vous ai dit, j'ai été à Lomé. À Lomé, j'ai commencé ma spécialisation à crédit. À crédit, je vous dis. J'ai expliqué aux étudiants que j'ai payé ma spécialisation et j'ai survécu à Lomé en prenant des véhicules au port de Lomé pour conduire, pour amener à Niamey, étant en spécialisation. Je prenais des véhicules au port de Lomé, suivre les convois pour amener les véhicules à Niamey. On me payait 200 000 ou 250 000. Je prenais le bus, je retournais à Lomé. C'est comme ça que j'ai fait mes inscriptions à Lomé. C'est comme ça que j'ai payé mes loyers à Lomé. C'est comme ça que j'ai mangé. J'ai envoyé le reste à ma famille ici à Niamey. Donc aujourd'hui, qu'un jeune étudiant me dise que lui, il souffre et qu'il vit dans des conditions difficiles, je peux le comprendre. Mais moi aussi, je connais ça. Mais me dire que tu ne peux pas t'en sortir parce que la fonction publique n'a pas pris, n'a pas fait ceci, n'a pas... Le Niger, c'est un pays où tout reste à faire. Donc, sincèrement, moi, je pense que frustration, quelqu'un a le droit de dire qu'il est frustré parce que j'ai fait de longues études, mais je n'ai pas du boulot. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour toi-même gagner ta vie? Pourquoi tu attends qu'on te fasse, que quelqu'un te fasse, que la fonction publique te fasse? Professeur, le parcours d'un médecin, il est semé de plein d'embûches et de réalités que beaucoup ignorent. L'une de ces réalités, c'est que, beaucoup de gens pensent que parce que tu fais la médecine, tu gagnes beaucoup de hasanat parce que tu sauves des vies. Par contre, un médecin, il perd aussi les patients. Perdre des patients. Est-ce que vous pouvez nous raconter une des anecdotes qui vous a marqué? Alors, je vais juste dire que dans tout travail qu'on fait pour la communauté et qu'on le fait sérieusement et sincèrement, en tant que bon musulman, on a des hasanat. Maintenant, la médecine, c'est l'un des métiers les plus sociaux parce qu'on travaille sur des vies humaines. Et que quand tu es à l'écoute de la vie humaine, quand tu es à l'écoute de la souffrance des autres, on est d'accord que même sur le plan religieux, vraiment c'est un des domaines les plus nobles. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il faut comprendre en médecine, dans l'éthique médicale et de la déontologie, et même en justice. Quand il y a un problème, on dit que le médecin a obligation de moyens, il n'a pas obligation de résultat. On a obligation de moyens. Est-ce que devant ce patient, est-ce que tu as utilisé tous les moyens qui sont à ta disposition pour le soigner? Si tu as mis tous les moyens qui sont à ta disposition pour le soigner et que tu n'y es pas arrivé parce que le seul qui décide c'est le Seigneur, alors en ce moment, tu as fait ton travail en tant que médecin, mais le patient n'est pas arrivé à survivre. Donc, on ne peut pas t'obliger à avoir des résultats sur la survie d'un patient parce que tu n'es pas divin. On n'est que des êtres humains. Mais par contre, les moyens, tu es redevable d'avoir utilisé ou pas les moyens. Est-ce que je devrais faire tel antibiotique, je ne l'ai pas fait? Ça, c'est la responsabilité du médecin. Est-ce que je devrais surveiller tel paramètre, je ne l'ai pas fait, et ça a fait en sorte que le patient a eu des complications ou il est décédé? Ça, c'est la responsabilité du médecin. Maintenant, si vous me parlez d'expérience, je pense que dans la vie, il ne faut pas être toujours négatif. Il faut prendre en même temps une expérience négative, en même temps une expérience positive. Sans quoi, nous, les médecins, on va déprimer, on ne pourra pas continuer à travailler. Heureusement qu'il y a des fois où on sourit, et il y a des fois où on coule les larmes. Alors, je me souviens d'un jeune, ça j'étais étudiant en médecine en 4e année, d'un jeune
qui a fait un accident de la voie publique, qui est tombé et qui a eu un hématome, c'est du sang qui s'accumule dans le cerveau. Et c'est une période pendant laquelle la neurochirurgie n'était pas développée à Niamey. Le feu professeur Sanoussi n'était pas encore là. Et nous n'avions pas certains matériels de diagnostic tels que le scanner. C'est pour vous dire que je suis quand même assez vieux pour parler de la médecine parce que j'ai vécu pendant cette période. Et donc, c'est un jeune de 7 ans. Il paraît qu'il était très très brillant à l'école. D'une famille moyenne, pas famille aisée, pas famille pauvre. Qu'on nous amène aux urgences, nous on faisait les stages de soins infirmiers. Et donc, si parmi les premiers cas que tu vois partir, un, c'est un enfant. Deux, c'est une mort que vous voyez venir parce que vous surveillez. Vous voyez les paramètres. Vous êtes médecin, vous savez les critères de surveillance. On regarde déjà les yeux, les pupilles qui commencent à se dilater, à être réactives au fur et à mesure. Le Glasgow qui s'enfonce. Le Glasgow, c'est une classification qu'on utilise pour mesurer la profondeur du coma. Donc quand vous voyez un enfant de 7 ans qui est en train de sombrer, qui est en train de partir, et que même avec les maîtres avec qui vous êtes, vous explique que on ne peut presque rien faire pour lui. C'est une expérience qui, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de décès j'ai vu dans ma carrière, mais jusqu'aujourd'hui, je pense que j'ai le visage de ce jeune dans ma tête. Bon, je vous raconte ça parce que c'est un peu mon entrée en médecine, c'est un peu peut-être les premiers cas de déception et de décès que je vis. Mais ça a été autant difficile à surmonter que c'est un jeune et que tu t'es rendu compte que même les aînés, les maîtres qui sont au-dessus de toi étaient impuissants face à ça. Parce que juste, il y avait des compétences qu'il n'y avait pas et il y avait du matériel qu'il n'y avait pas. Aujourd'hui, ça ne peut pas arriver à Niamey. Aujourd'hui, Dieu merci, ça ne peut pas arriver à Niamey. Dans les hôpitaux, on a des neurochirurgiens hyper compétents, on a des scanners dans tous les hôpitaux qui montrent très bien des scanners neufs. Aujourd'hui, des cas comme ça ne peut pas arriver. Et vous aviez quel âge à l'époque? Je suis venu en faculté de médecine à 19 ans. Je pense que j'avais 22 ans ou 23 ans, quelque chose comme ça. Le seul fait que tu portes la blouse, le seul fait que tu te dises que tu fasses partie des soignants, fait que tu vas te sentir coupable. Même si tu n'es pas directement responsable sur le plan compétence ou quelque chose comme ça, seul fait d'appartenir à cette communauté de soignants qui portent la blouse, tu penses que tu es coupable. Et vous savez, souvent, on ignore toute cette charge mentale en fait, qui accompagne le médecin. On a l'impression que le médecin, c'est un robot, c'est-à-dire il ne ressent pas des émotions, c'est quelqu'un que les décès ne dérangent pas, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est insensible d'une manière générale. Ce sont des épreuves très très difficiles et qui, je vous assure, on ne s'y habitue pas. Hein. J'ai l'impression que des gens disent que non, eux là, ils ont l'habitude de voir la mort, ça ne leur dit rien. Je pense que c'est des gens qui ne comprennent pas c'est quoi même l'être humain. On ne s'y habitue jamais. On ne s'y habitue jamais, mais seulement on développe des réflexes qui font qu'on arrive à amortir les chocs par rapport au début. Mais même aujourd'hui, en tant que soignant, je rencontre des cas de perte de patients qui m'empêchent de dormir et qui me font des cauchemars. Et ça, tous les soignants qui sont infirmiers ou médecins vous diront ça.
Ça, c'est sûr. Mais je peux vous raconter quand même une histoire positive. Une jeune fille de 15 ans. En ce moment, je suis déjà médecin à l'hôpital national de Niamey, qui a fait une maladie grave où on la croyait condamnée et les parents n'avaient pas de moyens. Ils sont de la région de Balayara. Elle était dans les lits dont je m'occupais. Pour la soigner, même l'ordonnance pour faire une seule cure de traitement pour elle, c'est entre 175 et 200 000 francs. Ses parents sont du village, ils n'ont rien. Donc, j'ai personnellement pris le dossier pour aller voir un ami, vraiment philanthrope, qui a les moyens et qui aide les gens qui sont en difficulté. Il m'a dit, écoute docteur, tant que tu penses qu'on peut faire quelque chose pour elle, dès qu'il y a une ordonnance, appelle mon comptable, donne-lui, il va aller acheter les produits. Et ce n'est pas un seul traitement, c'est des cycles de traitement. Elle a fait 6 mois en train d'aller à la maison, revenir à l'hôpital, repartir à la maison, revenir à l'hôpital, et il a dépensé des millions pour soigner cette fille. Et cette fille que même des médecins prenaient pour morte, qui allait décéder, cette fille a été en rémission de sa maladie. Et 18 mois plus tard, le médecin hématologue avec qui on l'a suivi ensemble m'a dit, Souleymane, je pense que la petite là, elle est guérie. Ah. On a levé les mains au ciel pour remercier le Seigneur. Et on a continué à la suivre régulièrement. Donc, elle revenait régulièrement pour moi me voir et elle partait voir l'hématologue. 2 ans, 3 ans, pas eu de rechute. Et à 18 ans, cette fille-là, elle s'était mariée. Elle s'était mariée, elle a eu une fille. Et un jour, sa mère est venue à l'hôpital avec elle et l'enfant. Pour me dire que elle m'a un peu raconté les péripéties du mariage, tout ça, qu'il s'excuse, je n'étais pas au courant, machin. Moi, je ne suis pas de la famille, je la connais que dans les soins, mais que pour s'excuser et me remercier, ils ont donné le nom de ma femme à la fin. Donc, vous voyez que souvent, si vous vivez des moments difficiles, où vous faites des cauchemars, vous ne dormez pas, vous pensez que vous êtes responsable de quelque chose, souvent, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver dans votre pratique qui finalement viennent recharger vos batteries et ensuite rebelote. Sans quoi, si on n'a pas ces moments heureux dans la pratique médicale, je pense qu'on ne pourrait pas supporter, en tout cas sur le plan psychologique, on ne pourrait pas supporter les chocs au bout d'un certain moment. Professeur, à quel moment est-ce que vous avez compris que le simple fait de soigner ne suffisait pas? Parce qu'actuellement, vous êtes le directeur de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo. Et il y a beaucoup qui ignorent qu'un hôpital, en fait, ça se gère, qu'un hôpital a une administration, qu'un hôpital, beaucoup de décisions qui sont prises par un directeur. Beaucoup de gens pensent que l'hôpital est juste piloté de manière entièrement autonome. Mais vous, personnellement, à partir de quel moment est-ce que vous avez compris que le simple fait d'être un maillon dans le système, c'est-à-dire un simple soignant, ne suffisait pas et qu'il fallait de plus grandes responsabilités? Moi, je pense que je vais vous surprendre si je vous dis que moi, je l'ai compris avant même que je ne sois médecin. Je l'ai compris dès mes premières années de médecine, peut-être même avant. Je vous donne quelques exemples. Moi, pour tous ceux qui sont de ma promotion, savent que dans mon cursus, j'ai toujours cherché à être responsable de promotion. J'étais délégué de promotion.
à la faculté de médecine, délégué chargé des affaires académiques et sociales. Donc, partout où je suis passé, moi, j'ai estimé que, en plus de ce que j'apprends, le côté management et leadership là, je me suis dit que c'est important, surtout pour quelqu'un qui a un niveau intellectuel élevé. Et pour tous mes promotionnaires aussi qui me suivent, savent que moi, Bra Suleiman, en fac de médecine, j'ai été actif dans le REMAO, le réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. Tout ça, c'est quoi? Faire du théâtre, faire de la danse, être responsable de promotion, être délégué de la faculté. Tout ça, pour moi, c'est d'apprendre, à parler devant des gens, à prendre des responsabilités et à gérer les difficultés. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, je pense que ma vision, avant, j'avais cette vision. Et je l'ai toujours dit à mes collègues et à mes amis que le médecin n'est pas seulement celui qui porte la blouse et le stéto. Le médecin, c'est quelqu'un qui est capable de faire l'administration. C'est quelqu'un qui est capable de leader, de manager. Alors, du coup, si on comprend cela, on comprend que les médecins nigériens, à un moment donné, ont laissé tomber leurs responsabilités pour les autres et pour rester seulement dans les hôpitaux à soigner. Et même le commun du Nigérien pense que le médecin ne doit faire que soigner. Hein. C'est ça qui est dommage et malheureux. Même le commun du Nigérien pense que le médecin ne doit faire que soigner. Ah oui, parce que le médecin, il a la responsabilité de communiquer, d'éduquer. En fait, mais aujourd'hui, si vous prenez les grands de ce monde-là, ce sont des médecins. Des grands présidents de la République, c'était des médecins. Che Guevara, c'était un médecin. Donc, si vous prenez des grands de ce monde, et ce n'est que normal parce que tu ne peux pas avoir une capacité intellectuelle d'un certain niveau d'études et dire que non, ta vision se limite aux soins. Sincèrement, c'est réduire même ta valeur. Faites de la politique si vous voulez faire de la politique. Parce que quand tu fais de la politique, tu vas faire en sorte où tu seras parmi les gens qui vont décider. Et tu vas décider pour prendre des décisions pour améliorer la santé et ton domaine. professeur, il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions. Et parmi les questions, il y a l'une qui dit que il a l'impression que les réservations avec les spécialistes, en fait, ça se fait rare. En fait, il se plaint aussi qu'il y ait très peu de spécialistes par service. Et que si tu rates un rendez-vous avec un spécialiste, il te faudra attendre des semaines. Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait qu'il y ait peu de médecins spécialistes par service et que quand tu rates un rendez-vous, que tu doives attendre longtemps? Il faut que les gens comprennent et qu'on se dise un certain nombre de vérités. Aujourd'hui, on a bien dit qu'il y a des milliers de jeunes médecins qui ont fini, qui ont soutenu et qui ne sont pas recrutés. Et au début de l'émission, de l'interview, j'ai insisté à dire qu'il y a un problème de moyens pour recruter ces gens-là. C'est-à-dire que l'État n'a pas assez de moyens financiers pour recruter tout le monde. Mais pourtant, il y a un besoin énorme. Alors, c'est pour ça que j'ai amené mon petit calepin qui va peut-être me permettre de vous donner quelques chiffres. Si je vous donne l'exemple du service de diabétologie, en 2025, les 12 mois de 2025, il y a eu 5207 consultations. 5207 consultations. Et en 2026, là, de janvier à maintenant, on est autour de 2000 consultations. Nous avons 3 spécialistes en endocrinodiabétologie à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo. Je me suis amusé à faire un petit calcul. Un médecin consulte 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, il fait consultation. Donc, dans le mois, il fait 8 séances de consultation par mois. Dans l'année, un médecin fait
fait 92 consultations. Les 3 diabétologues de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, tout confondu, feront 288 consultations dans l'année. Et si on prend en moyenne 15 patients par consultation, les 3 médecins feront 4320 consultations. Donc, ils sont ce qu'on a comme chiffre, 5207 consultations là. Ça veut dire que ces médecins sont allés au-delà de 15 consultations. Ils ont même fait autour de 20-23 consultations par séance. Alors, un médecin dans un hôpital n'a pas que des consultations à faire. Il y a la gestion administrative des dossiers. Il y a la gestion administrative des personnels. Il y a les réunions des administrations. Tout de suite, on vient de dire qu'un médecin n'est pas fait que pour consulter. Parce que parmi les deux là, il y a un chef de service et il y a un adjoint. Ils ont des responsabilités administratives. Ils ont des séances d'éducation thérapeutique qu'ils doivent faire aux patients. Sans compter une des activités les plus lourdes qui est le suivi des cas hospitalisés. Dans le service, il y a une trentaine de lits de patients qui sont souvent couchés. C'est toujours plein la diabétologie. Toujours plein. Comme d'ailleurs les autres services. Ça, j'ai pris un cas pour qu'on se comprenne. Alors, 3 spécialistes pour cet hôpital. Quand vous avez compris mon calcul, le besoin en médecins dans ce service-là, pour que les consultations puissent être respectées et qu'un patient puisse être vu dans un délai acceptable, il faut au moins 6 ou 7 spécialistes. Alors, ce ne sont pas des robots. Même si on est médecin, même si on a fait 8 ans d'études, on n'est pas robot, on a du sang qui coule dans nos veines. Dire que les consultations sont très prolongées, que je connais en tant que directeur d'hôpital. Parce que je suis en train de prendre même des dispositions pour voir, par exemple, la dernière fois, on a opéré à peu près 160 enfants en chirurgie pédiatrique parce qu'on a organisé un camp pour les opérer en 3 jours. Parce que ça s'entasse. Les besoins sont au-delà de l'offre de soins en nombre de spécialistes. C'est très bien ça, parce que c'est votre vision en tant que directeur d'hôpital, mais je veux me mettre un peu comme l'avocat des patients. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut m'expliquer qu'aujourd'hui, que j'ai une maladie cardiaque, que je dois attendre 3 semaines avec ma même maladie avant de voir un spécialiste? Je pense que la question, elle allait beaucoup plus dans ce sens. C'est un problème de compréhension. Parce que je suis content que vous me posiez la question en tant que profane du domaine, même si vous n'êtes pas profane. C'est important pour que les gens comprennent. Si j'ai une maladie aiguë qui fait que je ne peux pas rester à la maison, je vais aux urgences. Aux urgences, c'est une obligation de prendre tout cas qui vient où les gens ne supportent pas leur maladie. Une consultation, partout au monde, pas au Niger, partout au monde, une consultation, on l'appelle réglée. Consultation réglée, donc il n'y a pas d'urgence. Si tu vas prendre une consultation au secrétariat, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Si ça ne va pas, les urgences sont là pour ça. Ça, il faut que la population le comprenne. Parce que de la façon dont c'est dit au Niger, je suis désolé de le dire, les gens veulent utiliser les émotions pour créer des problèmes. De la façon dont c'est ce que les gens disent, comme vous m'avez dit, c'est ce que les gens disent. On souffre, on nous dit de venir dans 2 semaines. Non, quand vous souffrez, venez aux urgences, s'il vous plaît. C'est vraiment un cri de cœur à la population. Vous souffrez, venez aux urgences. Aux urgences, c'est une obligation pour les médecins, les infirmiers et tout le monde de vous prendre en charge. Mais pour une consultation, c'est réglé, c'est programmé. Et ça, c'est ceux qui n'ont jamais été à l'extérieur
pour travailler en tant que médecin ou infirmier qui peuvent dire ça. Ces lunettes-là, je me laissais, mes premières lunettes, je me les ai faites prescrire à Marseille en 2014. J'ai pris un rendez-vous avec l'ophtalmologue et mon rendez-vous était de 3 mois 12 jours pour voir l'ophtalmologue pour ma prescription de lunettes. Le service de médecine interne dans lequel j'étais, le patron a des consultations, des programmes de consultation jusqu'à 4 mois. En termes de consultation réglée, on dit réglée. C'est comme la chirurgie réglée. Aujourd'hui, un patient, d'accord, un patient qui a une hernie ombilicale, d'accord, c'est le nombril qui est un peu gonflé. Il va voir un chirurgien, le chirurgien lui dit, il n'y a pas d'urgence parce que ce n'est pas étranglé. Il n'y a pas d'urgence. D'accord? Donc, il faut qu'on l'opère. Tu vas, on te programme. On peut te programmer dans 3 mois, dans 4 mois. Parce que ce n'est pas urgent. Mais le jour où ça devient douloureux, où c'est urgent, je n'attends pas le rendez-vous pour l'opération. Je vais aux urgences. La médecine, c'est comme ça. Mais vraiment, au Niger, parfois, on met les émotions devant la compréhension pour interpréter les choses. Encore une fois, ce n'est pas des robots, les médecins et les infirmiers. L'exemple des 3 médecins que je vous ai pris en endocrino là, si ces médecins-là prennent 20 patients par séance de consultation, en raison de 2 séances par semaine, et qu'il y a des patients qui ont des consultations à 1 mois, à 1 mois et demi, on veut quoi? On veut qu'ils montent à 30 malades ou à 40 malades. Et vous savez qu'aujourd'hui, un médecin, au bout de 12 consultations, au bout de 2 malades consultés, le médecin, sa vigilance diminue. Et même sa productivité n'est pas bonne. Les 5 premiers qu'il a pris là seront mieux examinés, mieux pris en charge que le 14e, le 15e. Et donc, les gens veulent qu'un médecin voit 30 patients en une consultation. Merci, professeur. Pendant que vous parlez, ça rejoint également une des questions qui a été posée. C'est-à-dire qu'actuellement, est-ce qu'il y a un moyen pour quelqu'un qui a été mal suivi, maltraité par un médecin, de porter plainte, tout simplement? Parce qu'il faut se dire la vérité. Bon, je connais beaucoup de très bons médecins, de très très bons médecins, mais malheureusement, il y a des brebis galeuses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont frustrés, qui sont contraints de travailler parce qu'ils n'ont pas le choix et qui ont un traitement ou un comportement assez néfaste envers les patients. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moyen qui peut me permettre à moi, si j'ai été mal suivi, de porter plainte ou de me plaindre sans pour autant avoir à subir les conséquences de cela après? C'est-à-dire sans pour autant que cela n'entrave une prise en charge complète. Il y a beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Je vais vous donner quelques-uns. Je suis désolé pour les autres collègues des autres hôpitaux. Je sais qu'on fait à peu près la même chose, mais je ne peux parler que sur l'hôpital où je suis responsable parce que je ne peux pas donner des exemples ou des résultats d'autres hôpitaux alors que je n'ai pas parlé avec eux. Donc je suis vraiment désolé. Je vais prendre des exemples que sur l'hôpital Lamordé, en sachant que je les connais très bien, on travaille ensemble, qui font à peu près la même chose. Au niveau de l'hôpital Lamordé, partout dans les services, il y a un numéro vert. Et ce numéro vert-là, 24 sur 24, 7 jours sur 7, on décroche dessus. Il y a toujours un administrateur au bout du fil. Il y a des boîtes de suggestions. Si tu ne veux même pas qu'on entende ta voix, tu écris, tu mets. Mais boîtes de suggestions, ça ne va pas aller vite parce qu'on la vide à un rythme régulier. Il y a beaucoup qui ont des problèmes aux urgences la nuit, qui arrivent, qui appellent la ligne verte, qui expliquent leurs problèmes. L'administrateur, il appelle directement l'administrateur de garde de l'hôpital pour aller voir ce qui se passe et régler le problème. Il n'y a pas une semaine où ça n'arrive pas.
Mais on ne les met pas dans les réseaux sociaux pour dire voilà, on a réglé tel ou tel problème. Mais c'est juste quelqu'un qui va se rendre, il est fâché contre un agent et il va poster sur les réseaux sociaux pour dire que voilà ce qui se passe dans l'hôpital. Donc, il y a ça. Il y a toute l'administration de l'hôpital où quelqu'un te fait quelque chose, t'insulte ou t'agresse. Tu viens, tu veux voir le directeur parce que tu veux porter plainte. Moi, à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, c'est free. Tout celui qui dit qu'il est venu porter plainte à la direction et que je suis là, que je ne l'ai pas reçu, il peut sortir pour le dire. Troisième chose, le ministère de la Santé a créé un système de recueil de plaintes. Et ça, c'est l'inspection générale même des services du ministère de la Santé qui gère ça. Quatrième chose, il y a l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins est en train de travailler, de faire beaucoup de choses dans ce domaine. Des médecins à qui on donne des blâmes, des médecins à qui on donne des avertissements, ainsi de suite. Et ils viennent même, le président de l'ordre des médecins vient même à l'hôpital pour discuter avec les responsables de l'hôpital par rapport au comportement des médecins. Moi, je n'ai jamais vu ça, mais depuis maintenant 2 ans, 3 ans, c'est régulièrement qu'ils le font. Quatrième ou cinquième chose, tu es nigérien. Tu as tous tes droits. C'est ton droit d'être soigné, c'est ton droit d'être accueilli. Si tu n'es pas content et que toutes ces voies ne te conviennent pas là, il y a même la justice. Mais souvent, il y a des gens en fait qui ont peur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je vais aller porter plainte et que la situation se complique vraiment. Mais les gens ont peur d'aller à la justice, mais ils peuvent balancer sur les réseaux sociaux. Ça sert à quoi? Pour faire le buzz. Pourquoi? Parce que s'il y a un problème, s'il y a un agent, s'il y a un médecin qui a fait mal son travail, il faudrait qu'on prenne des dispositions contre ce médecin pour d'abord corriger la faute qu'on t'a faite, toi, en tant que patient, ou quelqu'un qui utilise l'hôpital. Soit pour qu'on te règle ton problème et lui aussi pour qu'on puisse le recadrer. S'il y a sanction à faire, qu'on le sanctionne. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire un discours sur 1 minute, 2 minutes, 3 mois pour balancer sur WhatsApp, pour moi, cette personne n'aura pas peur de porter plainte, d'appeler la ligne verte ou de porter plainte. Moi, je ne comprends pas. Mais quelque part, je dis encore et je répète, c'est cette façon de gérer les informations au Niger avec les émotions qui n'est pas la bonne manière. Souvent, derrière la tête, il y a juste pour faire du mal à quelqu'un. Souvent, derrière la tête, il y a juste une façon de se faire de l'argent. Ça, je peux vous le dire. Récemment, il y a une grande sœur qui m'a envoyé un post sur WhatsApp, je pense, qui dit qu'il y a une patiente dans un service de l'hôpital national Amir Boubacar Diallo qui n'a pas les moyens, qui est couchée et qui n'a pas les moyens de s'acheter des gants, des seringues, Elle me l'a envoyé. Donc j'ai rigolé. Je lui ai dit que je ne dis pas que c'est le paradis. Mais je sais qu'un cas comme ça, à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, moi, depuis que je suis directeur là-bas, et encore une fois, je sais que la même chose se passe dans les autres hôpitaux. Les services sociaux marchent très bien. C'est quoi le service social? C'est un service où il y a des gens qui font leur travail. Quand un patient n'a pas les moyens, le major et les accompagnants ou les parents du patient vont là-bas. Ils font un dossier qu'ils amènent à l'administration pour dire qu'ils veulent une prise en charge 50%, 60% ou 100%. Et en 4 ans de direction, je n'ai pas récusé un seul dossier. J'ai tout validé. Je vous ai amené par exemple ça, c'est une fiche du service social. Je vais juste cacher le nom pour respecter la confidentialité. Vous voyez ma signature en haut là, en rouge?
ça veut dire que j'accepte que cette patiente soit prise en charge. Et c'est une prise en charge de 100%. Consultation traumatologie, opération sur le genou pour un genou varum, ostéotomie, avec prise en charge de l'acte opératoire, de l'hospitalisation, de la consultation anesthésie. C'est fait gratuitement. Voilà le bon de prise en charge des cas sociaux. Tout patient qui passe dans le service social a cette proposition de prise en charge que j'ai toujours validée à 100%. J'ai amené des chiffres, par exemple, en 2025, 390 cas sociaux pris en charge par l'hôpital. 390. Maintenant, la personne qui dit que sa patiente n'a pas les moyens des soins, est-ce que la personne a accepté de faire le circuit normal de l'hôpital? Je pense que non, parce que j'ai été dans le service concerné, j'ai demandé, on m'a dit non. Il y en a qui refusent parce que le service social ne donne pas de l'argent cash. D'accord, donc les cotisations que les gens font là, c'est-à-dire il y a un tel patient qui est à l'hôpital, il n'arrive pas à être suivi et tout ça, donc c'est juste pour se faire de l'argent. On te prend tous les examens en charge, ça se fait à l'hôpital. On te prend les actes gratuitement, on te prend l'hospitalisation gratuitement et on demande à la pharmacie centrale de l'hôpital de te donner les produits. Professeur, vous êtes directeur d'un hôpital et vous comprenez mieux que beaucoup, mieux que la plupart, certaines réalités de ce domaine. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les hôpitaux sont là pour se faire du profit, pour se faire de l'argent, pour dépouiller la population. Vous et moi, on sait que c'est loin d'être le cas. Mais qu'est-ce que vous avez à leur dire? La question spécialement, elle dit, pourquoi est-ce que la santé coûte cher au Niger? Est-ce que la santé coûte vraiment cher au Niger? Moi, encore une fois, je dis en tant que musulman, et certains sont des chrétiens au Niger, il faut souvent lever la tête et dire merci au Seigneur et au bon Dieu. À cause de ce qu'on a. Si aujourd'hui, actuellement, dans ce qu'on est là, le Nigérien pense que la santé coûte cher, sincèrement, je suis désolé de le dire, quelque part, on ne dit pas assez merci à notre Seigneur. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup de gratuité au Niger. Gratuité des enfants de 0 à 5 ans. Gratuité du cancer gynécologique. Gratuité des personnes âgées. Gratuité des personnes handicapées ou souffrant d'un handicap. Gratuité des cas sociaux. En tant que directeur d'un hôpital, je vous ai montré une fiche de prise en charge de cas sociaux. Et vous allez partir à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, une centaine de consultations par jour. Les enfants de 0 à 5 ans, c'est gratuit. Toute la consultation, les examens, tout. Ça, c'est un. Deuxième chose, il y a à peine 2 ans, les tarifs de tous les soins au Niger ont été divisés par 2. L'État a divisé les tarifs par 2, 50%. Les consultations n'ont même pas été divisées par 2, ils ont été divisés par 5. Parce que si vous prenez la consultation d'un spécialiste dans un hôpital de 3e niveau, un spécialiste médecin, c'était à 5 000 francs. Aujourd'hui, la consultation est à 1 000 francs. À 1 000 francs. Donc, aujourd'hui, moi, le Nigérien, se lever pour dire que la santé coûte cher au Niger, je vais lui dire d'aller faire un tour dans la sous-région. Alors, professeur, je crois que en commençant déjà par votre parcours, ensuite votre responsabilité au sein de l'hôpital national, je crois que les questions sur lesquelles je vais un peu m'appesantir sont des trucs sur lesquels vous avez déjà parlé, mais quand même on va un peu revenir là-dessus, notamment le fait que vous êtes entré plutôt dans la fonction publique en 2011. Donc, si on fait un petit calcul, ça fait pratiquement 15 ans. Donc, vous êtes actuellement directeur d'un hôpital national. Et si on regarde un peu, peut-être qu'il y a des médecins qui sont plus anciens, mais qui ne sont pas pour autant directeurs. Donc, il faut se dire que peut-être il y a eu quelque chose de spécial. C'est peut-être le management sur lequel vous avez beaucoup insisté en parlant de votre parcours. Et ce management-là,
J'aimerais que vous parliez un peu davantage de ce que, à votre avis, a fait votre particularité pour qu'on vous choisisse comme directeur, avant de continuer aussi sur le cadre social dont vous avez parlé, le service, parce que moi je viens de le découvrir. Et je crois que je ne suis pas le seul dans le public et sûrement beaucoup de gens vont regarder cet épisode-là, ils vont découvrir ce service-là. Et avant d'aller un peu aussi sur la communication dont vous avez parlé, cette communication-là qui est faite 5 jours sur 7 au niveau des hôpitaux, et où moi je me dis que peut-être avec une communication qui est digitale, peut-être qu'on pourra toucher plus du monde, parce qu'il y a, je reviens sur les cas des services sociaux, des cas sociaux, où c'est pas tout le monde qui connaît ça. Il faut être à l'interne pour réellement connaître. C'est de là où vient un peu ce cliché nigérien, où on dit qu'il faut avoir quelqu'un de l'hôpital pour être bien pris en charge. C'est dommage. Exactement. Donc, si vous pouvez un peu revenir sur ce qui fait votre particularité pour arriver à là où vous êtes maintenant. Alors, ça, c'est trop délicat comme question. Et d'abord, j'ai été recruté en 2011 à la fonction publique. Je suis resté à la fonction publique 3 ans. Et en fait, après, en 2014, j'ai été recruté à la faculté de médecine à l'université. Donc, quand on est recruté à l'université, on quitte la fonction publique. Donc, voilà, j'étais recruté, j'étais assistant en 2014. Je suis passé maître assistant en 2016. Et ensuite, je suis passé professeur agrégé en 2020. Voilà. Maintenant, pourquoi c'est moi qu'on a choisi? Sincèrement, pour moi, je pense, il y a beaucoup de personnes comme moi qui peuvent faire le même travail. Je suis convaincu. Aujourd'hui, si on me demande même de proposer des directeurs d'hôpitaux, là, moi, je peux en proposer 30. Je suis sûr qu'ils vont faire le travail. Donc ça, c'est sûr que c'est ça. Maintenant, le jour où moi, j'ai été nommé directeur, je ne le savais même pas. Je peux vous raconter... C'est une surprise. C'est une surprise. Je peux vous raconter qu'on m'a demandé d'envoyer un CV un jour à 17h. J'ai demandé, c'est pourquoi on m'a dit que je verrai, on va m'appeler après pour m'en parler. Moi, j'ai eu beaucoup d'idées parce qu'on a un centre de recherche sur lequel je travaille avec des collègues et qu'en ce moment, je suivais des travaux de recherche avec l'OMS. Donc, quand on m'a demandé mon CV, je pensais que c'était pour ça. Et juste le lendemain, à 17h, moi, des gens m'appellent pour me féliciter, pour dire que je suis directeur de l'hôpital. Donc, c'est comme ça que j'ai appris et je peux vous assurer que j'ai fait des jours où je ne dormais pas. Parce que pour moi, c'est une grande responsabilité à prendre sur les épaules et tout. Très lourde. Effectivement. Donc, vraiment, pourquoi? Peut-être que les gens qui m'ont nommé peuvent vous dire ça de façon claire. Mais moi, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire. Mais peut-être que c'est mon circuit, c'est mon parcours. Peut-être que je vous ai dit aussi que moi, je n'ai jamais fait de politique. Mais croyez-vous que peut-être l'aspect management que vous avez depuis les années estudiantines jusqu'à être professeur, croyez-vous que ça a joué quelque chose? Parce que... Bon, pourquoi je ne peux pas dire que c'est ça directement? Je peux dire que, parce que si les responsables qui m'ont proposé pour être nommé, peut-être qu'eux ne me connaissent pas depuis longtemps. Mais c'est sûr que tout ce que j'ai fait, ce que j'ai raconté depuis que j'étais étudiant, m'ont aidé quand même à travailler et à avancer. Quand j'ai été nommé, j'étais quand même chef de service de médecine interne à l'hôpital général de référence de médecine interne. C'est pas rien. J'étais le président du service technique consultatif de l'hôpital général de référence. J'étais le chef de département de médecine et spécialité médicale. Donc, je cumulais au moins 3 postes quand j'ai été nommé. Donc, je pense que même ces postes que j'ai eu à occuper, sûrement, j'ai pu travailler comme il fallait sur ces postes à cause de tout ce qu'on a vu dans le passé.
Mais vraiment rentrer dans les détails pour vous dire la raison exacte. C'est difficile à faire. Vous allez un peu remarquer que j'insiste un peu sur le management parce que il y a de cela quelques semaines, j'étais aux urgences dans un hôpital tard dans la nuit avec un proche. Et on était venu pour quelque chose de moins de 10 minutes. Une petite intervention de moins de 10 minutes. C'était un inconfort qui nous a amenés là-bas. Et c'est là où, quand on était venu, je disais qu'on a attendu quand même, pour faire court, plus de 4 heures. Il y a eu de presque minuit jusqu'à presque 5 heures moins. Et il a fallu qu'il y ait des petites... qu'on réclame un peu la prise en charge, pour qu'on se rende compte que oui, c'est vrai, on va prendre en charge et tout. Et c'est là où je me suis dit que s'il y avait un peu cette notion de management, ou peut-être un peu plus de déontologie, même si peut-être il peut y avoir des patients qui sont là avant, je peux te dire que en travaillant 10 à 15 minutes sur cette personne-là, tu libères la personne et les accompagnants. Tu libères un peu plus de place dans les urgences et tout. Et je me suis dit que parfois, il faut avoir cet esprit un peu critique pour ne pas dire peut-être ah, vous êtes là avant les gens, peut-être qu'il y a une personne qui nécessite une intervention de 4 heures, on va faire, puis aller sur cette personne-là qui nécessite 10 minutes d'intervention. Donc, je sais pas, je crois qu'à mon humble avis, c'est quelque chose sur lequel il faudra plus appuyer dans nos services. Donc, on va un peu aller, déjà, ça fait un peu long comme discussion, et la communication digitale. Croyez-vous que ce serait bien d'être un peu plus présent sur les réseaux et autres, parce que de nos jours, les chiffres ont été publiés récemment, où il y a des milliers de gens consultent chaque jour les réseaux sociaux, et si nos hôpitaux arrivent avec des petites startups, des agences de communication, créer des campagnes de communication digitale, croyez-vous qu'on ne va pas plus toucher des gens, on ne va pas plus aller vers des gens avec ces informations qui leur manquent quand ils viennent dans les services? Alors, c'est une question très intéressante. Je ne suis pas fort dans le digital, mais c'est un domaine que j'aime, que j'adore. Et les hôpitaux publics sont confrontés à un paradoxe. Le paradoxe, c'est quoi? Le paradoxe, c'est que la communication, quelle qu'elle soit, la communication est à la limite, à l'intersection avec ce que l'éthique et la déontologie peuvent appeler publicité. Et ça, c'est interdit par les hôpitaux. C'est-à-dire même la communication qu'un hôpital doit faire, il faut savoir quel type de communication faire. Elle peut être explicative. Maintenant, ça, je suis parfaitement d'accord. Je pense que l'une des premières actions que moi j'ai réalisées, en tant que, je dis vieux jeune, puisque je suis plus vieux que vous, je suis plus jeune que beaucoup. Donc, parmi les premières choses que j'ai faites quand je suis venu à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, c'était de créer un site web. Et le site web, là, depuis qu'il est créé à aujourd'hui, j'ai même un comité de gestion du site web au sein de l'hôpital. C'est très bien. Donc, qui est régulièrement, voilà, sincèrement, il est animé avec une page Facebook. Donc, mais au Niger, je vous assure que moi, selon mon expérience, l'information qui passe par ces canaux-là, ça atteint 20 à 30% des gens au Niger actuellement. Des gens qui viennent à l'hôpital. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mes cousins Peul, mes cousins Mauri qui sont à Douchi, qui quittent le village pour venir là, ils sont plus nombreux que vous, Hamid et les autres. Ils sont plus nombreux. Eux, ils ne savent pas c'est quoi Facebook, ils ne savent pas c'est quoi la page web. Et c'est ça aussi c'est un problème. Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est pour ça que moi, le site web, on l'a mis en place et qui est actif. Et tout de suite, par exemple, je vous ai expliqué que le service social fait du travail de lundi à vendredi, mais samedi, dimanche, ils ne sont pas là. Et même du lundi à vendredi, là,
Ils ne peuvent pas être là dans un service régulièrement 24 sur 24. Et un hôpital, c'est un endroit où il y a un turnover qui est important. Aujourd'hui, les gens que tu as laissés aux urgences, si tu reviens 3 heures de temps, ce n'est pas eux. C'est d'autres gens qui sont Donc, là. si le service social vient pour parler d'un problème, 2 heures de temps après, ce n'est pas les mêmes gens qui sont là. Donc, ça fait que le numérique est obligatoire. C'est pour ça que, à un moment donné, moi, j'ai eu l'idée de faire des petits spots, des petits films. On a passé, je pense, 5 ou 6 messages sur des problèmes particuliers de l'hôpital. Et on a fait l'enregistrement en français, en Hausa, en germain, en peul et en langage des signes. Et donc, s'il y avait 6 fois 5, il y avait 30. Il y avait 30 messages et qu'on faisait passer sur les écrans en boucle 24 sur 24. Comme ça, on se dit que le service social, c'est humain, c'est les échanges humains, mais ils ne sont pas là tout le temps et qu'on va utiliser ce support-là pour que les gens puissent être encore mieux informés. C'est sûr que ce n'est pas encore suffisant. On va continuer à y réfléchir. Et moi, je suis ouvert à toute proposition. Si vous avez des idées après cette discussion et que vous me proposez, si ça ne coûte pas des milliards, je suis toujours partant. Professeur, honnêtement, c'est rassurant comme réponse, énormément rassurant. Je crois qu'il y aura plus d'un qui seront rassurés en suivant cet épisode-là. Et on va un peu aller avec un avant-dernier point sur lequel j'aimerais un peu m'appesantir, c'est le fait que vous avez parlé de plus de la moitié des interventions qui sont faites ailleurs, les Nigériens qui partent à l'extérieur, ne sont pas nécessaires. Et c'est vrai, et parfois ça coûte plus cher de le faire ailleurs qu'ici. Alors Toujours qu'on peut, plus cher. exactement. Donc, mais sauf qu'il y a un petit conseil qui est là. Sauf que ici, dans nos hôpitaux, parfois le processus, le cadre, l'environnement ne donne pas confiance aux patients ni à ses proches pour se dire qu'il y aura une meilleure prise en charge. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas cette prise en charge là qui est adéquate. Mais le cadre, le processus, comme je l'ai dit tantôt, ne rassure pas. Ne croyez-vous pas que peut-être l'environnement et plein d'autres choses doivent être améliorées afin de se dire que au moins les gens n'ont plus besoin d'aller ailleurs. Et je terminais par dire que moi j'étais la semaine passée dans un hôpital et j'avais trouvé une personne qui était là, qui avait une plaie qui était fraîche, franchement avec un pansement, mais qui était sous un arbre couché avec ses proches tout autour. Et quand quelqu'un vient dans un hôpital avec une maladie ou quelque chose comme ça et qui voit des cas comme ça, honnêtement, psychologiquement déjà on est abattu. On s'est dit que est-ce qu'on ne pourra pas être dans le même cas que lui, quelque chose comme ça. D'accord. C'est ce que je me dis. Ouais. Non. Vous savez pourquoi moi j'adore les... D'abord, je suis enseignant. J'aime les discussions. Et parfois même les discussions short. Je ne me fâche jamais pour des remarques et pour des discussions. Parce que pour moi, c'est quand on discute qu'on comprend des choses. Exactement. Parce que là, c'est que vous venez de m'expliquer là. Par exemple, je vais vous donner des exemples qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe. Sinon, je suis parfaitement d'accord. Aujourd'hui, on prend un cadre nigérien d'un certain niveau qu'on doit hospitaliser, soigner ou opérer. Il faut un minimum de confort. Exactement. Parce que maintenant, la médecine est devenue même de l'hôtellerie. L'hôpital, c'est de l'hôtellerie. Il y a des salles de VIP. Exactement, oui. c'est comme ça. Mais il y a des endroits où on peut trouver ce minimum-là. Ce n'est pas partout. Oui. Aujourd'hui, si vous prenez l'hôpital national Amir Boubacar Diallo, je vous ai dit, c'est un hôpital qui date de 1984. Il y a des bâtiments qui sont vieux. On fait tout pour rénover le maximum et pour construire des nouveaux. Mais c'est pas encore suffisant. C'est pas encore suffisant. Exactement. Mais est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que cadre nigérien, vous avez un bon médecin à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo qui vous soigne ou qui vous opère et qui vous met dans ce genre de conditions? Vous êtes dans une salle
où vous avez la possibilité d'avoir un accompagnant, vous avez la clim, vous avez vos toilettes qui sont spacieuses en plus. Qui sont propres. Est-ce que, même si on est d'un certain niveau, même si chez soi on a un certain confort, est-ce que ça ne peut pas suffire dans notre contexte du Niger? Ça, c'est une question que je me pose parce que moi, pour moi, en tant que Nigérien, moi, je l'aurais accepté. D'accord? Maintenant, deuxième chose, les exemples des gens que vous voyez. Vous savez, je peux... venez à l'hôpital un jour, je vais faire un petit tour avec vous. Je vais vous expliquer sur le terrain que vous compreniez des choses. Des gens qui viennent de Terra, qui viennent de la frontière de Burkina, ou qui viennent souvent de Tawa, d'un village de Tawa, qui viennent en service d'urologie ou de traumatologie, à qui on a fait un geste opératoire. Okay. Si c'est une plaie, comme vous avez dit, une fracture, on fait un geste opératoire, on a soigné la personne. On dit à la personne, tu retournes à la maison, tu fais les pansements au centre de santé là-bas chez toi et tu reviens un mois plus tard. Les gens n'ont pas les moyens de rentrer chez eux. Ils trouvent que c'est beaucoup d'argent pour retourner et revenir. Les gens restent dans l'hôpital sous un hangar ou sous un arbre pour attendre un mois pour venir en consultation parce que l'hôpital va leur donner à manger. Moi, en tant que directeur d'hôpital, je ne peux pas les chasser. Je ne peux pas les chasser. Il faut avoir quand même un peu d'humanisme. Voilà. Donc, ceux qui viendront aussi choqués, ils seront. Comme vous, vous étiez choqués. Si vous comprenez la raison pour laquelle le monsieur là est là, votre choc sera moindre. Ça, c'est vrai. Professeur, merci déjà pour vos réponses et je terminerai par vous demander, même si ça a été déjà fait par Hamid, une autre anecdote, peut-être un peu plus marrante, parce que parfois dans les hôpitaux, on peut voir des scènes où c'est comme du théâtre qui nous font rire et tout, pour un peu détendre l'atmosphère et voilà. Quelque chose qui vous a un peu marqué, mais de façon rigolote. Une anecdote, professeur. C'est une cousine, bon, pas cousine directe parce que moi je suis Kanouri. Et les Peuls et les Maoris, je dis que c'est mes cousins. Okay. Donc, d'ailleurs, toutes les anecdotes, je raconte entre les deux là. Soit Peul, soit Maori. Donc, une cousine Maori qui vient en consultation, elle a un diabète. Je lui fais le counseling, l'éducation thérapeutique pour lui expliquer le régime alimentaire, ce qu'elle doit éviter. Elle me dit, docteur, moi je ne peux pas ne pas manger le chocolat. Compliqué. Je dis, mais entre toi, ni ton grand-père, ni mon grand-père, personne ne connaît ce que c'est que le chocolat. Oui. Et tu viens me dire que toi, tu ne peux pas rester sans manger du chocolat. Question. Elle a rigolé, elle est sortie. Et il y a des patients difficiles comme ça. Hein. Des patients, vous faites tout. Vous expliquez, psychothérapie. Il a fallu qu'elle commence à avoir les premières complications, qu'elle comprenne que sa façon de vivre est dangereux. Exactement. Voilà. Vous avez levé jusqu'à 80 millions de francs CFA de la BIA pour le service endocrino-diabète, du matériel de la médecine et de la formation BOAD avec un partenaire aussi Niger-Turquie. Et c'est-à-dire, on voit qu'au-delà du soignant, au-delà du gestionnaire d'hôpital, il y a aussi ce bâtisseur, c'est lui qui part chercher du fonds. C'était quoi votre motivation en fait pour aller chercher ce fonds-là ailleurs? Alors, la motivation principale, je vous ai fait un petit calcul tout de suite pour vous montrer que la subvention qu'on a et les recettes que l'hôpital fait ne suffisent pas même à couvrir les besoins de fonctionnement de l'hôpital. Du salaire jusqu'aux médicaments réactifs, radio, ainsi de suite. Ça ne suffit pas. Alors qu'un hôpital doit s'étendre, l'hôpital national Amir Bouker Diallo est né en 1984. Il y en avait en ce moment un seul service, ensuite 2 services et au fur et à mesure, aujourd'hui, on a une trentaine de services. Donc ça s'est vraiment étendu avec
le nombre de personnes qui travaillent là-dedans qui a augmenté et le local est resté le même. Les locaux n'ont pas augmenté. Donc, il faudrait obligatoirement améliorer cela pour mettre les praticiens dans les meilleures conditions de travail. Parce qu'à un moment donné, vous savez que les médecins à l'hôpital national Amir Boubacar Diallo utilisaient même des catégories, les chambres à un lit, transformées en bureau. Parce qu'il n'y avait pas de bureau. Et donc, ça diminuait la capacité des soins, ça diminuait la capacité de l'hôpital. Donc ça, c'est une chose par rapport aux locaux. Deuxième chose, par rapport à certains matériels médicaux que l'hôpital ne peut pas s'acheter à cause du coût. Donc, je me suis dit que, étant un EHPA, avec le soutien du ministère de la Santé, en faisant des dossiers et en allant faire des plaidoyers et chercher des moyens, on peut aider l'hôpital à améliorer ses besoins. Donc c'est pour ça que nous avons en tout cas fait plus d'une vingtaine de dossiers. Actuellement, j'ai des dossiers déposés. Si vous avez des investisseurs, vous me demandez, demain matin, je vous amène. Les dossiers sont déjà tout prêts. Donc on a déposé, on a fait des plaidoyers. Dieu merci, on a eu quelques dossiers qui sont passés. Vous avez parlé de la BIA, il y a aussi la Banque de l'Habitat. qui nous a construit un grand local qui abrite 8 bureaux de médecins. Machallah. Nous avons la fondation Zamani qui a construit le service de chirurgie pédiatrique en haut et qui nous a même donné du matériel récemment pour ce service. Vous avez parlé de la fondation BOAD qui a donné du matériel d'une hauteur de 20 millions au service de pédiatrie. L'UNICEF, le PNUD, nous ont aidés à finir les travaux au niveau de l'endocrinologie. Nous avons le Fonds mondial qui nous a aidés à acquérir du matériel avec groupe électrogène d'une valeur de 110 millions pour le service de pneumologie. Donc, vraiment, avec ces dossiers réalisés et faire un pas vers les partenaires, je pense que sur 20 dossiers, peut-être on a eu 6 ou 7 qui sont passés, et Dieu merci. On va continuer à aller dans ce sens pour permettre à la subvention de l'hôpital de faire son travail qu'elle fait et puis chercher d'autres moyens pour combler ce qu'elle ne peut pas faire. En fait, il faut vraiment être motivé pour, au-delà de son travail, aller chercher ailleurs, c'est-à-dire trouver des moyens pour mieux faire, pour améliorer. Mais je pense qu'à partir du jour où on te nomme directeur, tout ça c'est ton travail. Je pense. Ah, c'est même ça. C'est même ça. J'aimerais quand même qu'on aborde une maladie qui est très méconnue, surtout dans notre écosystème. Et très souvent, quand on voit quelqu'un qui a cette maladie, on pense que c'est les génies, on pense que... en fait, c'est une maladie qu'on n'arrive pas à comprendre et qui, malheureusement, elle existe. Elle est là. Moi, je connais les personnes qui ont cette maladie. C'est le lupus. Le lupus, quand on en parle, là, bon, c'est un peu comme si on parlait chinois aux gens. Vous êtes expert dans les maladies du système, maladies auto-immunes. Expliquez-nous, ou peut-être si j'avais un petit frère qui a 15 ans, comment est-ce que vous allez lui expliquer ce qu'est le lupus? Très bien. Le lupus, c'est une maladie qu'on appelle maladie auto-immune. Ça veut dire quoi? En français facile. C'est, vous connaissez, depuis le CM2, la troisième, on connaît les globules blancs. Oui. Dans le sang, les globules blancs permettent de fabriquer des anticorps. Ce sont les cartouches des globules blancs qui permettent de tuer les bactéries, les virus, tout. En tout cas, tout corps étranger qui rentre. Oui. Donc, ces globules blancs, chez un être humain normal qui n'a aucun problème, il fabrique ces anticorps-là uniquement pour défendre l'organisme. Mais chez certains êtres humains, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas jusqu'à présent, on n'a pas la vraie cause, il y a juste des facteurs qu'on peut dire favorisants chez certains êtres humains qui n'ont pas de chance,
mais dans la vie, c'est comme ça. Certains ont la chance d'avoir ça, certains n'ont pas la chance. Certains ont la malchance d'avoir telle pathologie, certains n'ont pas cette malchance. Donc, certains qui n'ont pas cette chance-là, leur globule blanc fabrique ces anticorps, mais ces anticorps, au lieu d'attaquer les corps étrangers, ils attaquent les cellules de l'organisme de l'individu. C'est ça, maladie auto-immune. C'est-à-dire que auto qui se retourne contre l'organisme. Donc ce sont ces anticorps-là qui attaquent les organes, les cellules de la personne, c'est ça qui rend la personne malade. Ok. Et le lupus dont vous avez parlé, c'est l'une des maladies auto-immunes les plus fréquentes au monde, qui attaque Au monde, hein? au monde. Oh, oui. Ok. Il y a une première qui est la plus fréquente, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui donne des douleurs articulaires. Après elle, c'est le lupus. Partout au monde, c'est la classification, c'est comme ça. Et ce sont les femmes qui sont les plus touchées. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Les raisons, pour le moment qu'on connaît, c'est les hormones. C'est les oestrogènes qui jouent un rôle dans la survenue de la maladie chez la femme. Comme les hommes sécrètent un tout petit peu d'oestrogène, c'est une hormone féminine, donc elle agit plus pour la survenue de la maladie. C'est pour ça que c'est plus fréquent chez la femme que chez l'homme. Ok. Et donc, comme les anticorps sont fabriqués dans le sang, ça veut dire qu'ils peuvent aller partout. Donc, c'est une maladie qu'on appelle maladie systémique. Systémique, en jargon médical, ça veut dire qu'il attaque tous les systèmes. Tout le corps? Tout le corps. Ça peut attaquer le rein, ça peut attaquer le corps, ça peut attaquer les os, les articulations, les yeux, le cerveau. Donc, comme les anticorps sont dans le sang, ça passe partout. Donc, c'est ça, la notion d'auto-immunité. Nos anticorps sont retournés contre nous. Et deuxième, la notion de maladie de système, parce que ça attaque tous les organes du corps possibles. Donc, ce sont des jeunes femmes, ou si c'est un homme qui est malade, qui vont présenter souvent de la fièvre, souvent de la fatigue, souvent des douleurs au niveau des muscles, mais surtout des douleurs au niveau des articulations des doigts et des pieds. Ce sont ce qu'on appelle des douleurs aux extrémités. Ce sont des douleurs qui sont inflammatoires. Pourquoi on appelle ça inflammatoire? Parce que ça survient en dehors de tout effort. Quand la personne est couchée la nuit, la douleur la réveille. Toute la nuit, elle a mal. Elle se réveille le matin à 5 heures pour faire les ablutions. Elle arrive difficilement à faire les ablutions à cause de cette raideur et de cette douleur. Ok. Maintenant, une fois qu'elle commence ses activités dans la journée, au bout de 9h, 11h, midi, ça commence à relâcher. Ça se commence à relâcher. C'est ça qu'on appelle dans le jargon médical le dérouillement matinal. Cette raideur-là douloureuse qui continue à s'améliorer dans le temps. Et ensuite, il y a d'autres manifestations comme elle est systémique, comme je viens de l'expliquer. On peut avoir des pertes de cheveux, en plus des douleurs des mains. On peut avoir des plaies dans la bouche qui font mal. On peut avoir après, quand ça évolue et que c'est maltraité, des problèmes au niveau des reins, des problèmes au niveau du cœur. Donc en gros, c'est-à-dire ça dégrade le corps petit Ça à dégrade, petit. voilà, tous les organes du corps si elle n'est pas bien traitée. Une fois qu'elle est diagnostiquée et bien traitée, elle est stabilisée, ces complications ne surviennent pas. Mais vous avez parlé de la notion de méconnaissance. Et ce problème-là, c'est un problème qui existe et ici et même dans les pays développés. Même des médecins ne connaissent pas bien la maladie, malheureusement. À plus forte raison, les patients ou la population qui n'a pas de culture médicale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, moi, personnellement, avec les collègues internistes et rhumatologues, on essaie d'en parler de plus en plus. On essaie de faire des formations dans le milieu médical. Quand il y a les congrès médicaux, on essaie d'en parler régulièrement. Voilà. Par exemple, un médecin aujourd'hui qui est spécialiste d'un organe quelconque, cardiologue ou pneumologue ou hématologue, qui reçoit un patient qui a un signe de sa spécialité, mais en plus de ces signes, il a d'autres signes, on lui dit de demander quand même l'avis
d'un médecin interniste ou rhumatologue qui connaît les maladies auto-immunes pour voir si ce n'est pas ça que la personne présente. Ok. Parce que la personne peut présenter une atteinte cardiaque et elle va aller chez le cardiologue. Ok, donc là, si j'ai compris, c'est-à-dire, je parle vraiment en tant que quelqu'un qui ne connaît rien dans le domaine de la santé, ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui a un signe spécifique. Non. Donc, Le terme n'importe quel systémique, signe. là, c'est ce que ça veut dire. Le terme systémique, là, c'est ce que ça veut dire. Mais à quel moment je peux savoir que c'est peut-être ça, jusqu'à aller consulter? Bon, vous êtes médecin et que vous êtes cardiologue. Vous avez un patient qui vient qui a mal ici. Vous pensez que c'est une spécialité, une maladie de votre spécialité, c'est le cœur. Vous faites l'échographie, vous trouvez qu'il y a de l'eau dans le péricarde, ce qu'on appelle la péricardite. D'accord? Et que plus tard, le patient commence à faire de la fièvre. Quand vous faites le bilan de ce patient, vous trouvez que dans les urines, il y a des protéines. Donc, chez un patient qui vient avec un symptôme précis chez un spécialiste et qui présente d'autres symptômes associés, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il n'a pas une maladie qui est à la base de tous ces symptômes? Ok. Et c'est ce que nous demandons à nos collègues spécialistes d'organes de faire. Donc, ce n'est pas une maladie que, à une échelle individuelle, on peut diagnostiquer. Pas du tout, pas du tout. Un patient qui a le lupus, moi, quand il vient me voir, je vais le faire voir par un cardiologue, je peux le faire voir par un pneumologue, je peux le faire voir par un hématologue, je peux le faire voir par un nephrologue, parce que les symptômes qu'il va présenter, que je vais retrouver dans le diagnostic, je vais l'envoyer chez ce spécialiste d'organes qui sait prendre en charge cette maladie mieux que moi. Mais moi, je prends en charge la base qui est la maladie auto-immune parce qu'il y a un traitement pour ça aussi. Ok. Donc c'est comme ça que ça doit se faire. Quelle est l'espérance de vie des personnes qui ont le lupus? Bien traité très tôt, même espérance de vie que vous et moi. Ah bon? Bien traité très tôt, je dis. Ok. Pas quelqu'un qui est venu et qui a sa maladie depuis 4-5 ans. Et on en trouve. Et les gens viennent quand il y a des complications. C'est ça. Voilà. Parce que très souvent, quand une personne tombe malade à tort et à travers, c'est-à-dire aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est autre chose, on se dit c'est pas naturel, c'est une histoire de génie. C'est la même histoire dans la majorité des cas. Vous allez voir, ils ont vu beaucoup de médecins. Mais malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Ils vont chez tout le monde, sauf celui chez qui ils doivent aller. Parce que eux, les pauvres, ils ne savent pas. Oui. Et que parfois, comme je vous ai dit, les collègues qui les voient en périphérie, aussi, ça ne les tique pas de voir quelqu'un qui a 1, 2, 3, 4 symptômes de différents organes. Donc, dès que tu as ça, ça doit te tiquer. Tu dois quand même demander un avis. Mais vous dites que c'est la deuxième maladie dans la même catégorie au monde. Elle est très fréquente. Elle est fréquente. Donc, si elle est fréquente dans le monde, ça veut dire qu'elle est peut-être fréquente ici aussi. Mais je vous ai amené, j'étais dans mon service de médecine interne à la référence. Quand j'étais à l'hôpital de référence, j'ai fait un travail, une étude, où sur 765 patients, on a eu 50 patients qui ont une maladie auto-immune. Ça faisait 6% des patients hospitalisés ou vus dans le service. 6% dans un service, c'est beaucoup. Et parmi ces 50 patients-là, nous avons à peu près eu 46 que nous avons suivis. Et parmi ces 46-là, 7 sont des hommes, 39 sont des femmes. Comme je vous ai dit, vous avez vu la prédominance des femmes. Et le lupus représentait 39% des cas. Ah oui. Oh, oui. Le lupus représentait 39% des cas. Donc, ce n'est pas une maladie des Blancs. Ce n'est pas une maladie des Blancs. D'ailleurs, même en Europe, quand vous partez, vous avez beaucoup de lupus chez les Afro-Américains. Ok. Et les gens des îles, le Guadeloupe, Martinique, tout ça.
Même en France, quand vous allez vraiment chez les Noirs, vous avez beaucoup de lupus. Voilà. Donc ça, je vous ai donné juste des chiffres d'un service de médecine interne qui était mon service dans lequel j'étais à la référence. Voilà. Mais comment ça se traite le lupus? Le lupus, le traitement n'est pas compliqué quand il n'y a pas de complications. Au début, on met ce qu'on appelle les corticoïdes, c'est la cortisol qu'on met en traitement, et d'autres médicaments qu'on appelle des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs. Et Donc les mêmes tireurs là, on essaie de les calmer. exactement, exactement. Et parmi ces médicaments, il y a celui que maintenant tout le monde connaît depuis le lupus, c'est l'hydroxychloroquine. Depuis la Covid, c'est l'hydroxychloroquine. C'est vrai. L'hydroxychloroquine, quand Covid est venu avec le professeur Raoult, tout le monde a connu ça. Donc, l'hydroxychloroquine, c'est le médicament de base du traitement du lupus. Traitement de base, partout au monde. On dit même en anglais, c'est le gold standard pour la prise en charge du lupus. Et une fois que le diagnostic est fait, tout, corticoïdes, le temps que les douleurs passent, les inflammations passent, la personne continue avec l'hydroxychloroquine. En spécialité, c'est le Plaquenil. Et vraiment, les gens sont équilibrés. J'ai beaucoup de patientes qui sont très bien équilibrées depuis des années, qui font leur vie normalement. Ok. Bon, ça c'est mes questions, hein, par curiosité que je pose. Maintenant, cela veut dire aussi que si par exemple à la maison, on m'a fait plusieurs traitements de maladies qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, il faut peut-être se mettre en tête et peut-être suggérer à un médecin d'explorer cette piste-là. Mais oui. Mais en fait, le médecin doit lui-même, s'il ne comprend pas une symptomatologie, demander un avis. C'est pour ça que je dis toujours à mes collègues et même aux jeunes, aux plus jeunes que moi, que la médecine, c'est une spécialité où il faut être humble et il faut savoir connaître ses limites. C'est vrai. Voilà, si tu trouves que ça ne marche pas ou que tu ne comprends pas, un ami, un collègue qui est à côté, qu'est-ce que tu penses? Je t'envoie un tel là, donne-moi ton avis. C'est très important. C'est très important. Je me souviens, il y a un congrès qui s'est passé il y a 1 an et demi où je suis parti faire une communication au congrès. Le titre de ma communication, c'était « Le diagnostic est souvent à côté, il suffit juste de demander un avis ». C'était le titre de la communication comme ça. Pour vraiment amener les collègues à, de temps en temps, prendre son téléphone. « Allô, cher collègue, j'ai tel cas, est-ce que tu peux le voir ?» Quand on fait ça, on va régler beaucoup de problèmes. Ok. Si vous aviez un seul pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire si vous pouviez prendre une décision par rapport au système sanitaire de ce pays-là, qu'est-ce que vous allez décider aujourd'hui? Si j'ai un pouvoir aujourd'hui, je vais envoyer beaucoup de jeunes médecins, beaucoup de jeunes infirmiers faire des formations en spécialité dans plusieurs domaines. Les urgences médicales, la réanimation, les paramédicaux, là, les techniciens de radiologie, de chirurgie, les prothésistes dentaires. Donc, que ce soit paramédicaux et médicaux, je vais envoyer un grand nombre, vraiment une masse critique en formation. Parce que pour moi, le système de santé, c'est d'abord les soldats. Et notre système, c'est une armée, le système médical. Et s'il n'y a pas les soldats, comment on va travailler? Donc d'abord, pour moi, c'est ça. Et je vais vous faire un petit retour pour vous dire que si j'ai cette possibilité-là, si j'ai ce pouvoir-là, j'envoie les gens en formation et je me donne un autre pouvoir. Et ce pouvoir que je vais me donner là, c'est d'augmenter les subventions des hôpitaux. Ah oui. Pour que l'hôpital arrive à fonctionner sans rentrer dans les dettes. Parce qu'un hôpital s'endette. Beaucoup. Oula. On n'est pas rentré beaucoup dans des détails, mais quand vous avez compris quand même que la consommation de l'hôpital est nettement supérieure à ce qu'on a.
Mhm. Même si les gens pensent que les recettes qu'on a là, on les utilise pour nous. Vraiment, il faut que souvent les gens posent des questions. Il faut que les gens viennent pour comprendre comment ça marche. Au lieu de se mettre à parler, à critiquer, à interpréter. S'ils savent, comme je dis à beaucoup de gens, si vous savez des gens qui se battent pour soigner, dans l'administration, dans les soins, ceux qui se battent pour soigner là, ils sont plus nombreux que les brebis galeuses. Sincèrement. Sincèrement. C'est vrai. On n'a pas parlé, par exemple, du service de néphrologie. Service de néphrologie, en 2025, 41 843 dialyses. 41 843 séances de dialyse en 2025. Vous allez en service de néphrologie à 5 heures du matin. Vous avez les infirmiers qui commencent à travailler, à brancher les patients sur les machines. À 21 heures, ils sont en train de les débrancher. Ils font 3 séances, 3 branchements dans la journée. Et ils travaillent du lundi au samedi. Il n'y a que le dimanche qu'on fait l'entretien des machines pour qu'elles se reposent. De temps en temps, on a envie d'avoir des gens qui vont mettre sur les réseaux sociaux pour dire qu'on les remercie. Ah oui. Donc, il n'y a pas que du négatif. Donc, ce qui fait qu'au Niger, les gens, ils aiment critiquer négativement mieux que critiquer positivement. Je pense que les gens travaillent, les gens se battent pour soigner. Dans les administrations, il y a des gens qui ont la conscience professionnelle pour se battre, pour améliorer les conditions des travailleurs au sein des administrations et les soignants à l'intérieur. Il y en a qui font leur travail comme il faut. Mhm. Mais on ne peut pas prendre des cas isolés pour dire que rien ne marche. Et souvent, c'est ce qu'on a l'impression quand on écarte les réseaux sociaux. C'est vrai. Voilà. Professeur, beaucoup de Nigériens vont regarder cet épisode. Quel est votre cri de cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de voir, c'est-à-dire les Nigériens de manière générale, et pas que les Nigériens, adopter comme comportement? Très bien. Ça, c'est un problème pour moi avec ma petite parcelle de responsabilité au sein de l'hôpital. Et quand je vais dans d'autres domaines au Niger, je trouve que le Nigérien, dans la majorité des cas, beaucoup de Nigériens manquent, je peux dire le mot, de sérieux dans leur métier. De sérieux dans leur métier et de la discipline. Et j'ai toujours dit aussi à mes collègues, si vous voyez un monsieur dans sa voiture qui ne s'arrête pas au feu rouge, qui ne s'arrête pas au feu de stop, qui est sur une voie, une double voie où vous avez la ligne blanche au milieu là, qui est à cheval sur la ligne blanche, quelqu'un qui dans sa conduite normale n'a pas de discipline, je pense que chez lui, dans son travail, ça va se répercuter. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au Niger, si on a plus de discipline, plus de sérieux et de tact dans ce qu'on fait dans la vie quotidienne, ça va s'impacter dans notre professionnel et on va avoir forcément des résultats. Je dois dire une seule chose aux Nigériens, c'est ce que je vais dire. Et franchement, je vous rejoins sur ce plan. C'est-à-dire Voilà. juste un peu plus de sérieux, Tout à fait. de discipline et beaucoup de choses changeront. Exactement. Merci, professeur. Merci, Merci à vous. pour ce moment d'échange. Et j'espère que, en tout cas, le message va toucher la bonne cible. Et que quand même avec le temps, beaucoup de choses changeront. Les gens comprendront mieux comment les hôpitaux fonctionnent. Je suis optimiste. Je suis optimiste. Parce que je vois que déjà ça change.